Et je pense que c'est presque le pire, quoi. En fait, faut choisir. Soit tu t'es moine bouddhiste, soit t'es Schwarzenegger. Moi, je pense qu'il y a aussi un moment où t'as atteint un âge où ton cerveau a été tellement conditionné que ça devient très dur. Par exemple, je pense que je suis plus proche et ce sera plus facile pour moi d'aller vers Schwarzenegger que déjà aller vers un moine bouddhiste, tu vois. Je me suis abandonné à la vie et ça m'a amené à créer une start-up dans la facturation médicale. Vraiment, c'est ce que Dieu avait comme Dieu, l'univers avait pour toi, que tu crées une start-up dans l'univers de la facturation médicale. Vraiment. Non, il y a un moment, faut être sérieux, quoi. Est-ce que dans ta journée, tu as une habitude quotidienne bizarre? Je pense que la plus bizarre que j'ai, et c'est assez marrant parce qu'il y a un mec qui a une chaîne YouTube, Tillion Harris, un truc comme ça sur la productivité, justement sur le focus, qui en a parlé récemment. Et moi, je fais depuis très longtemps. C'est en fait quand je sens que je suis un peu, comment on dit en français, restless. C'est pas Ryan Doris? Ryan Doris, je crois que c'est ça. Et quand je suis un peu restless, et je crois que j'ai dû en parler dans un podcast digital il y a genre 6-7 ans, donc j'ai la preuve que c'est moi qui ai la paternité de ce truc, parce que c'est sûr que je suis le premier à l'avoir inventé. C'est en fait aller regarder un mur, en fait. Quand je sens que je me suis j'ai du mal à concentrer. Et en fait, je me rendais pas compte à l'époque de ce que je faisais, mais je pense que tout simplement, et je vais parler un peu neuroscience en mode pro-science, mais je pense que je reset un peu mon niveau de dopamine, tu vois. En fait, tu regardes un mur, il n'y a rien. Et d'un coup, le travail sur lequel tu procrastines ou ton manque d'attention, de focus, bah, ça devient très intéressant de travailler sur ton Google Doc Code comparé à regarder un mur, quoi. Tu regardes le mur pendant combien de temps? Genre pendant 20 minutes en mode méditation, tu mets un timer? Des fois, ça m'arrive, des fois, je me retrouve à kiffer regarder le mur. Donc là, c'est un peu un problème, tu vois, où t'es bien, en 20 minutes, tu regardes le mur. Procrastination. Mais la plupart du temps, au bout de 5 minutes, j'en ai marre et je me dis, ah ouais, putain, en fait, le truc que j'ai évité, il est pas si mal que ça au final. Et l'autre truc qui fonctionne bien, c'est maintenant, je regarde moins de murs, maintenant, je vais marcher. Parce que le problème, c'est que tu peux quand même un peu bloquer. En fait, quand tu regardes un mur, on en revient quand même à marcher dans tous les épisodes. À la marche, c'est ça. Donc, tenter les deux. C'est essayer d'abord de regarder un mur, puis aller marcher, ou l'inverse. Et généralement, il y en a au moins un sur les deux qui fonctionne pour moi. Et toi, c'est quoi ton habitude la plus étrange? Tu sais, tous ces youtubeurs qui font une vidéo YouTube et ils sont en mode « J'ai testé de me scotcher la bouche pendant que je dors pendant 30 jours. Et ben moi, je fais ça pour de vrai, en fait, tout le temps. Depuis genre 2 ans, je me scotche la bouche pour dormir. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que sinon, j'ai l'impression que pendant que je dors, j'ai tendance à respirer par la bouche et que donc ça t'assèche la bouche et tu te réveilles avec super soif et tout, et parfois ça te réveille la nuit. Et que tu es censé respirer par le nez. Alors c'est très bien de te dire que tu es censé respirer par le nez pendant la journée, c'est d'y faire attention. Pendant la nuit, c'est impossible. Et du coup, j'ai entendu parler de ça dans le bouquin de James Nestor qui s'appelle, je crois, Oui, Breath. excellent bouquin. Ouais. Et qui est du coup un bouquin de malade mental où il t'explique que la raison pour laquelle les Indiens d'Amérique étaient grands et beaux et forts et heureux, c'est parce qu'ils respiraient par le nez, tu vois. Pas parce que les mecs toute la journée ils étaient dans la nature à faire de la chasse et à avoir leur communauté. Ils étaient grands, forts, heureux, mais ils sont quand même fait défoncer par 200 conquistadors, toi. Donc c'était pas peut-être ces conquistadors, ils respirent avec la bouche, mais en attendant, on voit ce qui s'est passé derrière, quoi. Et c'est un de ces livres, tu vois, d'un mec qui a une idée. Et il va après, il trouve tous les trucs possibles. Ouais. La respiration, c'est important, mais littéralement, ça va expliquer tout l'histoire de l'humanité. Comme Bound to Run, quoi. En fait, maintenant, tu as de plus en plus des bouquins comme ça où, en fait, on a rien compris avec la société moderne, il faut revenir à un truc ancestral. Et après, je pense qu'il y a de la vérité là-dedans, mais après, c'est fourre-tout, quoi. C'est tout ce qu'ils peuvent trouver, ils le foutent dedans. Mais celui-là, c'est pas mal, finalement. Au départ, tu te sens un peu con, quoi. Mais sinon, pour le coup, moi, ça a vraiment une efficacité. En fait, quand tu te réveilles, tu sens la différence. Si tu as oublié de le faire. Rarement, tu vois, je vais oublier de le faire. Je sais pas si je me couche un peu plus tard ou juste, j'y pense pas. Et c'est vrai que tu te réveilles, tu te dis, ah ouais, du coup... moi, je l'avais fait pendant un mois, je pense, il y a 3 ans. Parce qu'il y a un médecin qui pensait que j'avais l'apnée du sommeil, que j'avais peut-être ou pas. Mais en gros, ça résout le truc tu passes quelques nuits de merde parce que justement, tu continues à te réveiller et toi, tu as l'impression que tu es en train de mourir. Mais au bout de 5-6 nuits, en fait, tu réentraînes ton corps et ton cerveau à respirer correctement par le nez. Et donc, peut-être que je devrais continuer à le refaire parce que, par exemple, j'ai le nez un peu bouché là. Peut-être que c'est une des raisons. Mais je pense pour les gens qui ont de l'apnée du sommeil, plutôt qu'aller acheter l'énorme machine et ainsi de suite, commencer par ça et voir si ça fonctionne. C'est pas débile. Donc, au programme de cet épisode, pourquoi tout le monde déteste les dropshippers? Je précise que c'est Paul qui a écrit ce sujet. Donc, mais est-ce que tu es en désaccord? Est-ce que tu connais des gens qui aiment les dropshippers? Je pense qu'on est d'accord, il n'y a personne qui est là. Vraiment, les dropshippers, c'est des mecs super. Il n'y a que les dropshippers qui pensent du bien d'eux, toi. D'ailleurs, tu sais, s'il y a une vidéo YouTube qui clash les dropshippers, c'est toujours des dropshippers qui viennent se défendre. Le commerce, il a toujours existé comme ça. Ça fait des milliers d'années qu'il y a des dropshippers.
Et Carrefour, c'est quoi alors? Carrefour, c'est dropship. Ok. Faut-il être malheureux pour réussir? Tout ce que je sais de la Chine, ou plutôt tout ce que tu sais de la Chine, parce que moi j'en sais pas grand-chose, mais toi tu en sais pas mal de choses. Les leçons de vie qu'on a tirées de la vie de William Churchill. Et je te raconterai, je viens de finir la biographie d'un mec qui est devenu clochard. Et je te raconterai ce que j'en ai retenu. Section numéro 1, on commence directement dans le dur. Pourquoi tout le monde déteste les dropshippers? Et en fait, je pense que c'est un problème systémique. Et j'ai eu un call il y a peut-être un mois avec le fondateur de Raycon. Donc je pense que beaucoup de gens doivent connaître Raycon, c'est les écouteurs Qui est du RAYCON. coup une énorme marque qui sponsorise tous les influenceurs au monde. C'est ça. T'as une idée sur le volume de Raycon? Ah, ils font plus de 100 millions par an, donc c'est vraiment énorme. Ok. Et, et en gros, il m'a partagé son PNL, donc en fait, c'est ses résultats financiers. Attends, pourquoi? Parce qu'en fait, on échangeait, toi, je lui montrais comment ça fonctionne, il me disait c'est Amazon, lui il me montrait comment ça fonctionne d'ici. Ok. Et en fait, lui, sur lequel il insistait, c'est qu'en fait, si tu veux aller dans des soucis, donc vendre sur ta propre plateforme, ce qui comprend, j'imagine, une certaine façon de dropshipping, en fait, il faut que tes coûts de production et tes COGS, de façon générale, soient assez bas pour supporter un gros coût d'acquisition. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut donner beaucoup d'argent à Meta, Facebook, Google, peu importe, pour pouvoir vendre. Et ce qui fait que, alors je vais donner un exemple, mais typiquement un écouteur vendu sur Amazon, peut-être que si le produit à l'achat en Chine, il coûte, je sais pas, 10 euros, il sera vendu 30 euros. C'est après ce genre de ratio. Si tu veux que ça fonctionne sur ta propre boutique Shopify, généralement, il faudra que tu achètes à 10 euros et que tu revendes à 80 euros, toi. Et c'est pour ça Ok. qu'en fait, tout le monde déteste Dropshipper parce que fondamentalement, vu que les coûts d'acquisition sont très élevés, et donc par exemple, Raycon, ils dépensent 60% de leurs revenus, 60% de leurs revenus en frais De leur d'acquisition, tu chiffre vois. d'affaires, du coup. Ouais, de leur chiffre d'affaires en frais d'acquisition, ce qui est Ok. incroyable, tu vois, enfin, ce qui est énorme. Et c'est assez standard. Pour les dropshippers, généralement, c'est du 50% qui part en méta. Alors, t'as certains qui vont dire non, et moi, c'est différent. Bon, il y a forcément des exceptions, mais de façon générale, il faut quand même beaucoup claquer en coût d'acquisition, ce qui fait que généralement, tu vends un produit comparativement qui t'a pas coûté très cher, et donc qui est probablement de qualité assez moyenne, pour un prix élevé, toi. Et donc, il faut accepter que quand tu cliques sur une pub Facebook ou autre et que tu arrives sur un site, bah, il y a 50% en moyenne, je pense, 50% du prix d'achat du produit qui ont été partis en Facebook Ads, quoi. Donc, ma question sur les dropshippers, parce que j'ai l'impression que ça fait des années qu'il y a des vidéos YouTube pour descendre les dropshippers et tout. Et c'est lié à un sujet dont on avait parlé il y a quelques épisodes, où je te parlais de ces vidéos faites dans la jungle au Vietnam ou au Cambodge de gens qui Mhm. font semblant de construire un énorme château avec des bouts de bambou et de la terre cuite, et qui en fait sont construits par une équipe de professionnels et des bulldozers. Et tu me disais, bah ouais, ça a été debunk, est-ce que les gens regardent encore ça? Et oui, évidemment, les gens regardent encore ça. C'est-à-dire que les gens qui regardent des vidéos de debunk, de drama un peu YouTube, et les gens qui regardent des vidéos, ouah, Primitive Technology et tout, sont pas exactement la même population. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu le même effet sur le dropshipping. C'est-à-dire que moi, dès que je tombe sur un site de dropshipping, je me dis, bon, bah, go check ce truc sur AliExpress, dans notre cas, tu vois, Lazada et tout, voir s'il y a d'autres options pour ce produit que je peux trouver ailleurs. Puisque ce site, je le connais pas, tu vois, Mhm. j'ai pas de loyauté avec ce site, etc. Mais en réalité, dropshipper, il continue à exister, il continue à tourner. Alors, je sais pas si le dropshipping, l'industrie a baissé ou non, mais en tout cas, il continue à exister. C'est-à-dire qu'il y a toute une population de gens qui réfléchissent pas comme nous et qui sont en fait, ah, un produit, il a l'air cool, je l'achète. Je pense que ça a beaucoup baissé. Du coup, en fait, ce que faisaient beaucoup de dropshippers pendant un moment pour éviter d'avoir ce problème d'un peu d'acquisition froide où les gens ne connaissent pas, c'était utiliser les influenceurs. Mais ça aussi, ça a un peu arrivé au bout du process. Donc je pense que ça a quand même pas mal baissé de dropshippers. Et après, c'est aussi le premier problème avec dropshippers un peu systémique, c'est le fait qu'il y a une énorme partie des, du, du- des revenus qui doivent aller dans les coûts d'acquisition, donc le prix est assez élevé par rapport à la qualité, généralement. Et le deuxième truc, c'est aussi qu'en fait, ça paye d'être assez un peu dirty dans la landing page, de faire des exagérations à droite à gauche, de mettre des faux, toi, vu dans le monde, peu importe, tu peux inventer ce que tu veux, il n'y a pas vraiment de règles vraiment établies. Alors ça devient un peu plus compliqué de ce que je comprends maintenant avec Shopify. Shopify essaie de restreindre ça. Euh, mais c'est aussi le truc qui fait que, en gros, si t'as pas trop d'éthique et que t'es un peu bourrin et que t'as pas d'argent à investir, bah, beaucoup de ce genre de personnes vont se diriger vers le dropshipping qui, du coup, après, acquiert un peu cette réputation, quoi. Euh, donc, ouais, c'est un peu ça les deux raisons qui font que généralement, pas beaucoup de monde. Et je pense à terme, ça va rester là un peu comme le direct mail, tu vois, un peu comme les calls spam ou les trucs tu sais, les lettres que tes grands-parents reçoivent et autres
vous avez gagné le million, envoyez-nous un chèque de 10 € pour le recevoir. Je pense que ça va rester un peu comme ça en sous-marin. Mais je pense que ça va devenir. Ouais, ça va pas se légitimer, quoi. Ok. J'ai deux questions pour rebondir sur cette histoire de l'appel avec le mec de Recon. La première, c'est comment, du coup, est-ce que tu es rentré en contact avec lui? Bah, ça, c'est un site qui est pas mal. C'est un site qui s'appelle intro, je crois, .co, un truc comme ça. Euh, intro.co. Non, c'est pas ça. Bah, il faudra le retrouver. Mais il y a deux, trois sites comme ça qui tu peux être mis en relation avec des gens qui font du business. Et d'ailleurs, c'était surprenant parce que j'ai payé vraiment pas cher. C'est intro.co, tu avais raison. C'est intro.co, c'est vraiment ça. Mm. Ok. Euh, et lui, ouais, en gros, je crois qu'il l'a mis à 100 $, ce qui est absurde. Maintenant, je crois qu'il est à 600 $. Il a monté rapidement. 100 $ de l'heure ou de la minute? De la demi-heure. De la demi-heure. Ce qui est vraiment pas cher pour, Ah pour, ouais, du coup, pour ce cas. bah même 600 Euh, dollars, il a vraiment envie de Ce serait rencontrer des gens et pas. d'aider des petits jeunes comme toi. Bah, non, je Non? pense qu'il y a un peu ça. Après, en fait, avec ce site-là, j'ai eu 4 calls différents. En gros, vu que notre but à terme, c'est d'arriver à dépasser 100 millions, en fait, avoir des calls avec des gens qui ont fait ça, tu vois. Et donc, c'était assez Ouais. intéressant de ce point de vue-là. Et c'était pas très cher, parce qu'en fait, ces gens sont intéressés, tu vois. C'est pas comme si non plus je débutais de zéro, tu vois. Donc, pour eux, bon, Ouais. bah, je suis en dessous, mais c'est quand même pas tellement intéressant ce que je fais actuellement. Même comprendre ce que je fais, ce qui fonctionne pour moi, c'est pas une perte de temps pour eux. Ouais. Donc, ça. Et j'étais agréablement surpris, les calls, enfin, tu comprends pourquoi ils en sont arrivés là où ils en sont, quoi. Les calls étaient super efficaces, super intéressants, très fast-paced. Euh, donc ça, ouais, je recommanderais, ça vaut le coup. Donc ouais, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui initialement. Et du coup, c'est standard pour les gens de te partager comme ça leurs chiffres financiers parce que tu as parlé au mec pendant une demi-heure et tu as partagé son bilan comptable. Ou est-ce que c'est un Bah, en truc qui, de toute fait, manière, est public? non, c'est pas public. Après, son bilan comptable, tu vois, il m'a montré un mois de son bilan. Et en gros, ce qu'il voulait me montrer, c'était un peu la structure de coût, quoi. En fait, Ok. en fait, montrer que, bah, regarde tout ce qui part en influenceur et en méta. Bah, c'est pour ça que si Mm. ton coût de production en Chine, il est de 30%, ça rentre pas, toi. Il y a un truc qui fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il faut que, Ok. pour vendre des écouteurs, donc, ouais, bon, après, je vais pas dire combien ça coûte les écouteurs exactement, mais forcément, en termes de, ouais, ça fait cher par rapport à ce Mm. qu'ils vendent, quoi. Donc, la différence entre toi et lui, c'est que lui, il a beaucoup plus de coûts d'acquisition. Toi, du coup, tu Mhm. peux vendre ton produit moins cher. C'est ça, en gros. En gros, c'est ça. En gros, c'est Parce ça. que, Mais parce moi que ton coût aussi, d'acquisition, c'est plus, il faut que je sois compétitif niveau coût sur Amazon. c'est ça, mais moi, j'ai pas le choix aussi. Parce qu'en fait, la différence fondamentale, c'est que lui, il est sur son site. Donc, une fois que je suis sur son site, il est en concurrence avec personne, tu vois. Ouais. C'est juste, il peut afficher sa landing page, dire pourquoi son produit vaut 90 $. Moi, tu arrives sur Amazon, tu as 45 autres écouteurs autour, tu vois. Donc, si tu as un prix qui est tellement délirant, qui est pas compréhensible, pourquoi tu es plus cher que les autres, ils vont juste aller acheter ailleurs. Et c'est encore un autre problème, c'est que surtout si tu as payé pour acquérir cette personne sur Amazon, hein, du coup, elle va acheter chez quelqu'un d'autre, donc tu t'es fait totalement. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Ouais. Donc, c'est la différence. C'est qu'en Ok. fait, avec ton propre site, tu peux un peu te séparer de cette logique compétitive en termes de prix. La deuxième section pour aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut être malheureux pour réussir? Et en fait, j'ai inclus cette section juste pour deux mots, une petite citation euh, à laquelle j'arriverai tout à l'heure. Mais avant ça, bon, il y a la fameuse citation de Elon Musk où il te dit être entrepreneur, c'est comme manger du verre et fixer l'abîme de la mort. Je pense qu'il ne devait pas être dans une très très bonne journée quand il a dit ça. Mais ça reste un petit peu cette vision de si tu n'es pas prêt à mettre tout sur la table et à sacrifier, logiquement, quelqu'un d'autre va le faire en fait sur une question de marché. Donc, la personne qui va le mieux réussir et qui va le plus réussir, c'est la personne qui est prête à traverser le plus de souffrances, comme par exemple Elon Musk. Et la citation qui m'avait inspiré cette section, c'était une citation dans le documentaire sur Arnold, qui se trouve, je crois, sur Netflix en 3 parties. Mhm. Et c'est même pas une citation qui est dite par Arnold, c'est une personne qui parle de lui, c'est dans le 3e épisode, où il raconte comment est-ce que Arnold se comportait quand il était gouverneur, et qu'il devait faire le pont entre les démocrates et les républicains dans l'État de Californie. Et il disait que la vibe, la mentalité, tu vois, la personnalité que Arnold apportait à la politique, c'était Happy Warrior. C'était un guerrier heureux. Et c'était l'idée de dire le mec, il est là pour faire des choses, etc. Mais en même temps, pour s'amuser. Et le contexte, c'était, ben voilà, il arrivait à rassembler les démocrates et les républicains. Il avait une espèce de petite tente qu'il avait construite dans la cour de la maison du gouverneur ou du bureau du gouverneur, je ne sais pas comment ça s'appelle,
ou du congrès, ou j'en sais rien. Enfin, ils avaient un petit espace, il avait construit une tente là-dedans pour pouvoir inviter les gens et fumer des cigares, parce qu'évidemment, tu peux pas fumer ton cigare à l'intérieur d'un bâtiment public, fumer des cigares et boire du whisky. Et en fait, il avait ce truc de dire, je suis là pour faire les choses, mais en même temps, en ayant une bonne vibe. Et c'est vrai que quand tu regardes le documentaire sur Arnold, tu as toujours un peu cette impression que tout du long, il avait des objectifs énormes, et tout du long, il a quand même kiffé sa vie. Et qu'il n'était pas en mode, ah ouais, du coup, j'y suis pas encore, etc. Donc il y a des moments, et du coup, j'ai aussi été écouter son livre audio. Il vient de sortir un livre qui s'appelle Be Useful, sur un peu les 7 leçons. C'est le dev perso à la Arnold. Alors, là, on va parler de quelques biographies après, mais sa biographie Total Recall, elle est aussi incroyable, quoi. Je la recommande, je pense, dans le top 5. Ouais. Biographie à lire 5 fois avant d'aller lire son nouveau livre. Son nouveau livre, il est cool, mais si tu veux, c'est déconseillé, c'est standard. C'est juste que, surtout, il faut l'écouter en livre audio, parce que quand c'est écrit, ça perd tout son charme, que quand c'est lui qui te le lit avec son accent et tout. C'est cool, et ça donne une autre vibe, en fait. Mais tu as toujours cette impression, donc parfois dans la biographie, il te raconte, ouais, ok, c'était dur. Notamment, à un moment donné, il avait perdu son premier championnat de bodybuilding quand il a été aux US, il l'avait perdu. Et pendant genre un jour, il est déprimé, ah là là, j'ai perdu. Et après, il se dit, en fait, j'ai peut-être perdu pour une raison. Et il va aller voir tous les gens qui ont gagné contre lui et dire, ah ouais, en fait, ils sont vachement plus secs. Comment est-ce qu'ils font pour être aussi secs? Moi, j'avais plus de muscles, mais eux, ils étaient plus secs, ils avaient une meilleure définition, etc. En fait, il repart assez vite. Et la question de se dire, est-ce que du coup, c'est un truc de personnalité entre les deux, ou est-ce qu'il y a une manière de faire les choses? Et moi, ma réflexion à ce niveau-là, ça a toujours été de dire, en gros, tu as un objectif. Tu peux te dire, ouais, ce serait vraiment cool si je pouvais atteindre cet objectif. Mettons, tu vois, tu veux faire un business, tu pars de zéro et tu dis, ce serait vraiment cool de pouvoir faire 1 million par an, etc. C'est la motivation positive. J'ai l'impression que cette motivation positive, d'avoir la vision du truc, donc la motivation à la Arnold, elle n'est jamais vraiment aussi forte que la motivation négative, qui est la peur, le désespoir de dire, si je rate ce truc-là, je vais finir à la rue, tout le monde va se moquer de moi, j'aurai raté ma vie, je vais jamais rien réussir, je dois réussir ou mourir, en fait. Et comme tu es dans cette motivation très négative, donc de peur, de stress, etc., bah forcément, tu kiffes moins et tu profites moins, mais potentiellement, ça te drive plus, en fait. Et il y a une tension entre ces deux-là. Et la question que je me posais, c'est du coup, comment est-ce que tu fais, et est-ce que c'est possible de développer un peu cette mentalité à la Arnold, où à la fois il peut avoir des gros objectifs et à la fois kiffer sur le processus. Et une autre phrase qui a été restée avec moi pendant des années, et j'ai été retrouver l'article de blog où je l'avais lu, et ça date de 2016. Donc ça fait 7 ans que ce truc-là, il est dans ma tête. Patrick O'Shaughnessy, qui est un investisseur américain, il a aussi un gros podcast qui s'appelle Invest Like the Best. Il avait un podcast qui s'appelle Growth Without Goals, la croissance sans objectif. Et dans cet épisode, dans cet article, il explique est-ce que tu pourrais avoir un objectif de vie qui est de continuer à t'améliorer, continuer à apprendre, continuer à progresser, etc. Mais sans mettre un truc de dire le but c'est X, en fait. De dire on veut continuer à grossir, à développer, à apprendre, game, quoi. Mais sans avoir ce but final. Et donc, du coup, en fait, il contrecarre l'objection de dire ouais, mais du coup, si tu n'as pas d'objectif, bah, tu t'es juste satisfait de là où tu es assis sur ton canapé et tu fais rien. Il te dit non, en fait, potentiellement, il y a une autre manière de faire. Et c'est une phrase qui m'était restée dans la tête pendant très longtemps, notamment parce qu'au moment où je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit ouais, mais en fait, c'est un peu utopique ton truc. Ça marche pas, parce que si tu n'as pas d'objectif et tu dis ouais, ok, je veux juste grossir, bah, ça se trouve, tu vas grossir de 100 € par mois à 200 € par mois. Et du coup, bah, tu crèves la dalle parce que tu avais besoin d'être au moins à 2000 pour vivre. Tu vois. Mais forcément, avec le temps, ça devient quelque chose qui est plus abordable. Finalement, la dernière question que j'avais là-dessus, en gros, pour reframer la question, c'est est-ce que tu peux t'entraîner pour les Jeux Olympiques tout en ayant dans ta tête le truc de dire c'est pas grave, si je suis pas pris pour les Jeux Olympiques, je serais quand même content de m'être entraîné, etc. Est-ce que si tu as cette mentalité, ça te rendrait pas beaucoup moins efficace en fait dans ton entraînement? Et du coup, ça voudrait dire que comme tu es moins efficace et que c'est la compétition du plus fort, bah, tu as peu de chance d'y être. Tu vois. Est-ce que c'est vraiment possible de maintenir cette idée de dire j'ai cet objectif, mais en même temps, je vais pas me fouetter parce que c'est pas la fin du monde si je l'obtiens pas, et quand même bosser pour l'obtenir? Moi, je suis assez catégorique là-dessus. Je pense que c'est pas possible. Je pense que... En fait, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Et déjà, je pense que tu peux partir du principe de... En bouddhisme, on dit qu'en gros, désirer, c'est souffrir. Et ça, j'y crois. Il y a un truc un peu plus à allonge que Naval Ravikant a dit. C'est un truc du style vouloir quelque chose, c'est faire un contrat d'être insatisfait jusqu'à ce qu'on l'ait, quoi.
Et je pense que c'est fondamentalement c'est vrai. En fait, dès que tu veux quelque chose, il y a forcément quelque part un petit manque, une insatisfaction. Euh, et j'ai essayé pendant longtemps en gros, de prendre juste les wins sans prendre les losses, en fait. De dire, en fait, j'en ai quelque chose à foutre quand ça fonctionne, et quand ça fonctionne pas, je suis imperméable émotionnellement, tu vois. Et je pense que tu veux pas, en fait. Si tu as quelque chose à faire, tu en auras quelque chose à faire. Si ça marche pas. Et du coup, faut prendre t'as un avantage si ça marche, t'as un désavantage potentiellement si ça marche pas. Et donc, dans l'exemple des Jeux Olympiques, je pense que c'est très compliqué. Si t'as pas un attachement émotionnel très fort quand même au résultat. Alors, tu pourrais avoir quelqu'un qui est un peu une anomalie, qui est vraiment juste, il kiffe tellement faire du roller. Je sais pas si c'est aux Jeux Olympiques le roller. Pourquoi j'ai pensé au roller pour les Jeux Olympiques, Je crois qu'il y a une course, je crois qu'il y a une course de roller. Mais toi, il kiffe tellement le roller. Peut-être que je l'invente complètement. Toi, c'est un peu un artiste, et en fait, il s'en fout de ça. C'est possible, Ouais. mais je pense que c'est quand même pas la majorité. Et, et après, du coup, tu reviens un peu en. Bon, déjà, question est-ce que c'est vraiment si important d'être heureux, tu vois? Est-ce que c'est vraiment le but d'être heureux? Et aussi, à quel point c'est relève du choix. Est-ce que tu peux juste dire je suis heureux et tu es déjà un peu plus heureux que si tu te dis que je suis malheureux? Parce que rien que. C'est un peu con, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Et le truc qui a un peu résolu tout le sujet pour moi, c'est assez récemment. C'est Huberman qui a fait une série avec un psychiatre qui s'appelle Dr. Paul Conti. Bon, c'est une série, c'est 4 fois 3 heures, c'est à la Huberman, quoi. Mais en fait, le contenu essentiel, il est dans les 10 premières minutes, où en gros, le Paul Conti, ce qu'il nous dit... Ce neg de ouf. Un truc de 12 heures, mais le contenu essentiel est dans les 4 premières minutes. C'est ça. Et en fait, ce qu'il dit, c'est... Il a remarqué que pour les gens qui sont... alors, souvent, ils disent pas happiness, ils disent well-being, tu vois. Mais en gros, ces gens-là ont toujours 2 trucs. Un, de la gratitude, un sens élevé de gratitude, et 2, un sens élevé d'agency. Putain, comment on traduit ça en français? Agency. Sens d'être capable, sens de pouvoir, sens de contrôle. Mais c'est pas un sens de contrôle, genre je contrôle le monde, tu vois. C'est un sens de contrôle, je peux en gros m'adapter aux événements qui viennent, tu vois. Et après, pareil, en fait, quand tu zoomes un peu en arrière, c'est super intéressant. Donc, agency, c'est la capacité vraiment à pouvoir passer à l'action, en gros. C'est ça. Et en fait, parce que en fait, la gratitude, ça permet en gros de profiter du présent. En fait, toi, t'as le même présent, mais juste en étant reconnaissant, bah, en fait, tu augmentes ton niveau de bien-être et ton niveau de bonheur. Et agency, en fait, c'est la capacité d'être confiant dans le futur, tu vois. Et je pense, en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'avait Schwarzenegger, tu vois. Tu sens dans son bouquin, il est déjà très reconnaissant pour tout ce qui lui arrivait, tout ce qu'il a pu faire, et même pendant qu'il le faisait, je pense qu'il était assez conscient de la chance qu'il avait d'être aux États-Unis, tu vois, de faire du bodybuilding. Et il était aussi persuadé qu'il arriverait là où il veut aller, tu vois. Et que c'était en son contrôle, tu vois. Qu'il lui faisait juste de s'entraîner plus, ainsi de suite. Et donc, je pense que tu arrives vraiment à associer ces 2 choses, être reconnaissant et donc profiter du présent, et aussi te sentir capable, et donc pouvoir t'adapter et faire ce que tu veux dans le futur. Ça me paraît compliqué d'être vraiment malheureux, quoi. Euh, et après, le gratitude, je pense que c'est un peu un exercice, tu vois. C'est consciemment de voir les choses positives, et ça, c'est un exercice, je pense, c'est assez évident. Sens de contrôle, de en capacité, je pense, c'est plus compliqué, tu vois. Et je pense que c'est au final un peu un cercle vertueux, tu vois. Arnold, il était... Parce que du coup, est-ce que si t'as pas ton objectif, est-ce que ça brise pas ce sens de contrôle? Et je pense que beaucoup de gens, en fait, ont cette crainte, c'est-à-dire, tu me dis, ok, suis tes rêves, tu peux accomplir tout ce que tu veux, etc. Mais si j'y arrive pas, ça, ce sera un mensonge, en fait, et ça va écrouler mon sens de moi-même. Et donc, pour se protéger, les gens se disent, en fait, non, tu vois, il y a de la chance, tu peux pas contrôler tout, etc. etc. Finalement, aussi, la réponse stoïque qui est de te dire, le truc que tu contrôles, c'est juste toi-même, tes pensées, et tout le reste, tu le contrôles pas. Et donc, du coup, tu vois, dans quelle mesure est-ce que... Où s'étend le sens de contrôle, tu vois? Tu peux dire, ok, la personne qui a le sens de contrôle ultime, il est super heureux, sauf si son sens de contrôle n'est pas ultime, et à un moment donné, il se prend un mur, et du coup, tout son système mental s'écroule. Inversement, la personne qui lâche tout contrôle et qui est dans le... J'aurais une anecdote tout à l'heure là-dessus, mais qui est dans dans l'acceptation totale de ce qui est, en disant, voilà, c'est l'univers, c'est Dieu, machin, tout ce que tu veux. Potentiellement, tu vois, lui, il est heureux. En tout cas, il est plus antifragile. Mais la question, c'est que si tu pousses la personne plus vers le contrôle, tu vois, est-ce que toi, tu dirais vraiment absolument tout est dans ton contrôle, ou est-ce que il faut voir entre les deux, ou est-ce que je mélange le concept de agency et le concept de contrôle qui sont en fait totalement différents? Je pense que c'est ça la différence. Agency, c'est vraiment ce qui est dans ton contrôle propre, tu vois. Le sens de agency, c'est ce sur quoi tu peux impacter, en fait. Donc, je pense qu'il y a ça. Et il y a ça, et après aussi un peu une confiance un peu optimiste, un peu débile aussi dans le futur, tu vois. Il y a un peu de ça, parce que tu vois, tu pourrais dire, bah, tu vois, l'IA va tous nous tuer dans 5 ans.
t'as pas trop de contrôle et tu peux être malheureux. Donc, je pense qu'il y a un peu les deux. Et ça va vers ma grande théorie. Et en fait, je pense qu'il faut aller dans un des deux extrêmes. Tu vois, faut pas aller au milieu, toi. Soit il faut passer en mode moine bouddhiste et accepter, en fait, te retirer un peu du monde et toi, t'accepter, t'as pas de contrôle et te laisser un peu vivre et être juste dans la contemplation. Soit faut prendre une responsabilité complète pour ce qui t'arrive, même excessive, et aller un peu dans le côté Schwarzenegger, toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils restent un peu dans un entre-deux, où du coup, ils se concentrent beaucoup sur ce qui est pas leur contrôle, et ça les rend malheureux, et ça les vide de leur énergie pour ensuite travailler sur ce qui est leur contrôle, toi. Il y a un peu un mix un peu qui se crée dans leur cerveau, et je pense que c'est presque le pire, quoi. En fait, faut choisir. Soit tu t'es moine bouddhiste, soit t'es Schwarzenegger. Moi, je pense qu'il y a aussi un moment où t'atteins un âge où ton cerveau a été tellement conditionné que ça devient très dur. Par exemple, je pense que je suis plus proche et ce sera plus facile pour moi d'aller vers Schwarzenegger que d'aller vers un moine bouddhiste. Tu vois. Je sais pas, toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à ça? Parce que toi aussi, t'as beaucoup d'inclinations autour du bouddhisme et autres. Donc, je sais pas, c'est quoi ta perspective par rapport à ça? Bah, voilà un bouquin que j'avais sûr qu'il fallait que tu avais détesté. Tu vois, c'est là où je pense que c'est ce truc qui nous sépare, tu vois. On est souvent d'accord, mais c'est un des éléments qui nous sépare. C'est un bouquin qui s'appelle Surrender Experiment de Michael Singer. Et ça me fait délirer. C'est l'histoire d'un mec qui dit, je peux dire quand même pourquoi je kiffe pas ce gars-là. C'est parce qu'en gros, le mec a dit, je me suis abandonné à la vie, je me suis laissé porter le flow, et ça m'a amené à créer une start-up dans la facturation médicale. Vraiment, c'est ce que Dieu avait comme l'univers avait pour toi, que tu crées une start-up dans l'univers de la facturation médicale. Vraiment. Non, il y a un moment, faut être sérieux, quoi. Mais tu vois, moi je me dis, ah ouais, ok, d'accord. Je vais me laisser guider par l'univers, tu vois. Et du coup, c'est gagnant-gagnant. Je vais à la fois gagner 100 millions et en plus, je serai zen et je pourrais être un hippie qui fait des stages de méditation au fin fond de la Floride, tu vois. Donc, et moi, honnêtement, je suis assez dans ce côté-là en me disant, je me fixe des objectifs parce que quelque part, je me dis, il faut avoir des objectifs et c'est toujours comme ça que j'ai fait. Et parfois, je me dis, en fait, cet objectif, je sais pas en fait trop si c'est vraiment ça l'objectif, tu vois. C'est juste qu'il fallait avoir un objectif, donc il fallait mettre un truc, il fallait remplir cette case-là, tu vois. Et donc, c'est une réflexion que moi j'ai en mode, est-ce qu'il y a juste une manière différente d'y réfléchir, une autre manière de framer les choses à ce niveau-là, que de se dire, ok, tu as nécessairement besoin d'un objectif pour pouvoir progresser. Mais peut-être, tu as raison, hein, que je pense que c'est pas tellement. Pour moi, c'est pas listée en bourse. Je sais pas si à quel point objectif c'est important. Par contre, je pense qu'avoir. Et je pense au final, c'est ce que tu essaies de faire aussi ce que j'essaie de faire avec mes enfants, c'est avoir un historique dans le passé de situations difficiles que tu as réussi à surmonter. C'est ça qui ensuite te donne, toi, la confiance dans le futur que ça va bien se passer si tu as des hommes à toi. Et donc, tu veux leur donner un peu d'adversité pour qu'ils savent. Et donc, toi, Schwarzenegger, bah, il a perdu sa compétition. Et après, en une journée, il est repassé au-dessus. Et la prochaine fois qu'il perd, il sait, en fait, ouais, bon, ça prend une journée, je suis déprimé, mais ensuite je rebondis, tu vois. C'est le genre de personne que je suis, c'est ce que mon passé prouve, tu vois. Et je pense que en fait, et du coup, si t'arrives à l'âge adulte, et je pense que c'est beaucoup le cas, et ça a peut-être toujours été le cas d'ailleurs, mais c'est beaucoup le cas, sans avoir vraiment ces preuves, ou même, ou pire encore, c'est en fait, les preuves étaient tellement élevées que ça t'a traumatisé, et que toi, là, c'est encore pire, tu vois, parce que du coup, tu gardes en idée, putain, quand c'est vraiment, il y a cette difficulté-là, je me suis écroulé, et tu dis, ça va se reproduire. Ouais. Donc, je pense que le meilleur moyen, du coup, un peu de construire cette confiance dans le futur et dans ses capacités à gérer le futur, c'est d'avoir des épreuves au fur et à mesure qui te permettent de construire cette confiance. Parlons maintenant de la Chine. Déjà, il faut faire un truc. En fait, quand je parle de la Chine, c'est qu'il y a un côté un peu où c'est un peu limite une blague, c'est qu'il y a littéralement 1,5 milliard de gens sur la planète qui connaissent mieux la Chine que moi, à savoir les Chinois. Donc mon expérience, c'est une dizaine de voyages en Chine, d'une semaine chacun. Donc il faut relativiser. J'ai vu qu'une partie de la Chine, je suis pas chinois, j'ai pas vécu très très longtemps en Chine, mais dans les faits, je connais quand même probablement plus que 99% de l'audience. Ce serait pas risqué de dire ça. Et donc je m'étais noté un peu mes leçons, les trucs qui sont peut-être un peu contre-intuitifs. Le premier truc, c'est je pense que les gens ont un a priori assez négatif sur un peu l'honnêteté des Chinois, enfin des business en Chine. Moi, j'ai pas vraiment vu ça. Après, j'ai peut-être des chanceux. Mais de façon générale, ils sont assez rigoureux. D'où vient cette idée-là, d'ailleurs? En fait, je pense qu'elle est très simple. C'est qu'en Chine, le mec, il va te mentir, il va t'arnaquer. Parce qu'en fait, la plupart des gens, leur contact avec les Chinois, c'est qu'en fait, ils vont sur Alibaba pour chercher des produits. Et se retrouvent avec un mec qui prétend être une usine, mais en fait, qui est un trader random. Et donc, ce mec, il a aucune réputation à préserver ou autre.
et donc il va les arnaquer. En fait, ils font un virement PayPal de $1 500 et les produits ils n'arrivent jamais, tu vois. Et après, c'est fini, quoi. Ok. Donc je pense qu'en fait, beaucoup de gens restent sur cette première expérience et sont là, bon, bah, en fait, faire du business avec la Chine, c'est impossible. Alors qu'en réalité, toi, si t'allais sur le bon coin pour aller se trouver, toi, c'est pas, ce serait un peu pareil partout, quoi. Euh, Ouais. un second truc, je pense, c'est leur concept de propriété intellectuelle est après inexistante. Ils considèrent en fait, et tu peux vite voir une légitimation. S'ils peuvent faire ton produit mieux et moins cher, par exemple, en fait, c'est un positif, tu vois. Pourquoi ils ne feraient pas mieux et moins cher? De quel droit tu pourrais protéger ton invention si elle est si facile à appliquer, tu vois. Donc, ils ont Ouais. beaucoup de mal à la propriété intellectuelle, il ne faut pas leur faire confiance, tu vois. S'ils disent, ouais, on fera que pour toi, en fait, il ne faut pas compter dessus, tu vois. Et le meilleur moyen, en gros, de les garder, de faire en sorte qu'ils t'enculent pas, c'est en fait garder les intérêts alignés, toi. Dès que les intérêts sont plus alignés, toi, si tu arrives de Et travailler avec comment une est-ce que usine tu et que tu fais travailles pour avec une garder autre, les intérêts alignés avec une usine? alors, tu as deux choses. Bon, tu as littéralement travailler avec l'usine, donc en fait, ils veulent te garder comme client et du coup, ils vont pas faire n'importe quoi. Le deuxième truc, c'est que même si je dis que la propriété intellectuelle, il y a quand même un effort de la part en Chine ou là-dessus. Et donc, toi, tu peux quand même. Et notamment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu veux quand tu déposes un brevet ou une trademark, mais surtout un brevet, c'est en fait, tu t'en fous limite de le déposer aux US en Europe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La priorité, c'est de déposer en Chine, parce que c'est là qu'ils vont te copier, toi. Et donc, tu déposes en Chine en priorité. Et encore une fois, tu peux quand même, en les menaçant de poursuite, tu peux leur faire un peu peur. Mais je dirais que c'est quand même c'est pas très solide, quoi. Mais du coup, ton effet de levier, si quelqu'un a copié ton truc, c'est pas de dire on va te take down sur Amazon parce que, regardez, j'ai le brevet aux US, donc vous n'avez pas le droit de vendre sur Amazon. Et du coup, concrètement, ils peuvent te copier, mais ils peuvent pas vendre sur les canaux de distribution. Ce serait pas ça la raison de breveter plutôt en Occident? Parce qu'avant, Amazon, ils s'en battaient un peu les couilles. Maintenant c'est assez puissant. Tu peux vraiment take down facilement sur Amazon. Donc maintenant, ça vaut le coup de ce point de vue-là. Mais si tu veux un peu arrêter le problème à la source, notamment l'usine qui le produit, toi, l'avoir en Chine, c'est là que tu peux poursuivre. Toi, tu vas jamais poursuivre une usine en Chine ou un vendeur en Chine avec un brevet américain, ils s'en foutent. C'est seulement un Ouais. brevet chinois qu'ils vont respecter. Donc c'est là-dessus que ça se base. Troisième point, troisième point, c'est en fait les Chinois, ils ont une grosse fierté blessée. Et en fait, ils ont un siècle qu'ils appellent le siècle de l'humiliation, qui est en gros 18e, enfin ouais, de 1820 à 1920, mais tu pourrais l'étendre un peu plus loin d'ailleurs. Et beaucoup de gens sont pas au courant. Je ne sais pas à quel point on l'enseigne beaucoup dans les cours d'histoire en France, mais il y a quand même un truc qui est assez incroyable, c'est que alors d'abord l'Angleterre, puis ensuite ils se sont fait gangbang par tous les pays européens. Et il y a eu 2 guerres de l'opium, peut-être 3 d'ailleurs, je crois. Et en gros, c'est la Chine, ils étaient en mode putain, tous nos gars ils sont addicts à l'opium. On veut plus que vous nous exportiez de l'opium, tu vois. En gros, arrêtez avec vos drogues, tu vois, les pays européens, et notamment l'Angleterre beaucoup. Là, on envoyait de l'opium depuis l'Inde, tu vois, qui a été une colonie britannique. Et c'est à tous nos gars sont shootés, c'est pas bon, on n'en veut pas. Sauf que l'Angleterre, elle avait besoin de cet opium pour ensuite, en échange d'argent chinois, tu vois. Donc ils n'étaient pas contents, là, littéralement le métal, l'argent. Et donc ils ont dit, bah, en fait, on veut vous exporter de l'opium, donc vous allez accepter, sinon vous faites la guerre. Ils ont fait la guerre, ils ont défoncé la Chine, ils ont massacré en 2-3 mois avec 5000 soldats, c'est absurde de ce point de vue-là. Donc ça s'est arrivé une fois et c'est reproduit encore une fois. Et cette fois, je crois il y a la Russie qui s'est pointée, je crois les États-Unis, il y a la France. En fait, il y a 5-6 pays différents qui ont envahi la Chine, qui ont pillé certains monuments historiques et autres, parce que la Chine refusait d'importer de l'opium, quoi. Euh, et donc ça, c'est très, très mal vécu par la Chine parce qu'ils ont un peu cette fierté, on est un peu au-dessus de tout le monde, et ils se sont fait défoncer plusieurs fois en un siècle, quoi. Euh, et ce qui fait que maintenant, ils ont un peu, je pense ce qu'on s'estime, ils ont quand même un sentiment un peu de revanche. C'est en gros, bah, la Chine, c'était le centre du monde pendant des siècles et des siècles. On a eu un petit moment de faiblesse, mais maintenant, on reprend notre place, tu vois. Ok. Et donc, c'est vraiment ça leur logique. Et ils vont tout le temps te dire, ouais, la Chine, ça date de 5 millénaires, tu vois. En gros, vous êtes marrant avec les pays européens, vous avez dû me dire, la Chine, ça fait 5 millénaires qu'on peut tracer. C'était Keynote 3 il y a 5 000 ans, quoi. Euh, donc, ils ont pas mal de fierté par rapport à ça et pas mal de fierté blessée. Et donc, si vous voulez un peu les flatter, vous pouvez jouer là-dessus assez facilement, quoi. Leur demander de parler de l'histoire de Chine. Ah ouais, c'est vrai, vous avez une histoire de 5 millénaires, toi, tu peux facilement les. Parce qu'ils ont le sentiment d'avoir été un peu Ouais. maltraités Ok. pour un siècle. Et, ouais. Et leur point de fierté actuellement, c'est leur croissance économique et leur sécurité. Ils vont pas insister, c'est incroyable, la ville, elle explose, on peut se balader dans la rue, rien ne vous arriver. Donc, c'est un gros point de fierté pour eux. Euh, je sais pas où je vais avec ce point-là, mais voilà, vous saurez que c'est un point de fierté. Surtout pas discuter de politique, idée de merde. Essayez pas, genre en mode marrant, tu penses quoi de Mao Zedong?
Non, ça les met mal à l'aise. Ils se disent, ça se trouve, il y a un micro. En fait, c'est assez marrant parce qu'en fait, ils ont un calcul très, un peu théorie du jeu, tu vois. En gros, c'est, si face, je gagne rien, si j'en parle, et pile, je perds, tu vois. Et puis, donc, Ouais. ils ont vraiment. D'ailleurs, ça a un peu changé récemment. Maintenant, ils commencent un peu à critiquer le gouvernement, mais c'est assez impressionnant, surtout quand tu viens de France, où tu peux directement dire sans problème que Macron est le plus gros enculé que tu aies jamais connu. T'as zéro problème par rapport à ça. Toi, ça te vient même pas à l'esprit. C'est limite même plutôt conformiste, toi, de chier sur le président. Toi, c'est un peu. Alors Ouais. que là, c'est assez impressionnant de te dire que, ouais, ils vont refuser d'engager sur ce genre de discussion, quoi. Point 6, je pense qu'il y a une vérité aussi, c'est que seul un Chinois peut négocier avec un Chinois. Donc, généralement, il faut trouver un agent de sourcing. Même si l'agent de sourcing, il vous escroque et il vous prend un peu de l'argent, un bac autre, généralement, vous aurez quand même un prix moins cher que vous essayez de négocier vous-même. Ça, c'est un truc après une constante. Sauf si vous vivez en Chine, ça peut être un peu différent, mais autrement. Point 7, un truc qui m'a fait perdre beaucoup d'argent, c'est qu'une usine ne change pas. Donc, si vous avez une usine de merde, essayez pas de lui faire monter sa qualité. En fait, une usine de merde, c'est une usine de merde ou une usine médiocre, peu importe. Et donc, si vous voulez de la qualité, il faut directement travailler avec une usine qui fait déjà des produits de qualité. C'est ça, en fait, sinon vous allez perdre votre temps. Et est-ce que les Point 8. employés changent? Tes employés à toi? Ou est-ce que c'est la même chose sur les gens? Tu peux pas vraiment changer les gens et les faire monter de niveau. Alors, ça, c'est un point intéressant. Déjà, nous, faut savoir qu'on a des bureaux en Chine. Alors, on a 10 personnes. Maintenant, on en a plutôt 25. Parce qu'en fait, maintenant, on a des lignes de production. Donc, on a aussi des travailleurs sur les lignes de production. Mais on a dit, on a une dizaine de Quand tu personnes dis ligne stables. de production, tu dis tu as une usine en fait. C'est ça, ouais. Une petite usine. Euh, une Ok. mini-usine. Et d'ailleurs, la raison par laquelle on a, c'est qu'en fait, on a des produits qu'on a développés nous-mêmes et on veut pas se faire copier. Et en fait, dès lors que Ok. tu travailles avec une usine pour faire l'assemblage, bah, ils ont toutes les infos, quoi. Ils ont tous les trucs là. Alors que Ok. c'est pour ça qu'on le fait en interne, comme ça, tu fais faire cette partie à cette usine, cette partie à cette usine, cette partie à cette usine. Tu l'assembles toi-même, ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas la logique. Ok. Mais nous, c'est une anormalité, c'est en fait les 10 personnes qui sont dans nos bureaux en Chine, ils sont depuis genre 5-6 ans, ce qui est très très rare. En Chine, il y a beaucoup de turnover. Donc c'est un peu différent de ce point de vue-là. Euh, mais sinon, de façon générale, il y a quand même parce que j'en ai parlé à celui qui gère notre bureau en Chine, un mec super qui s'appelle Mata, et je lui discutais justement de faire un peu promotion interne, tu vois. En gros, quelqu'un qui passe de QC, donc qui contrôle la qualité des produits à l'usine, peut-être il passe en mode sourcing agent, tu vois. Et parce que ça fait 6-7 ans que la personne fait le même boulot, tu vois. Je me suis dit, putain, peut-être ils veulent changer autre. Et lui, non, lui, c'est un QC, c'est pas un sourcing agent, tu vois. Donc il y a quand même cette idée assez fixe. En gros, c'est pas forcément attendu que tu présentes ta carrière dans la majorité des boîtes en Chine, et en fait, t'as ce rôle-là, tu auras ce rôle-là jusqu'à ce que. Voilà. Donc ils ont un peu cette mentalité-là. Point 8, focus short terme. Ils sont quand même très très orientés short terme. Ils veulent faire de l'argent. Notamment tous les vendeurs Amazon, tu vois, en fait, ils vont sur le truc qui est le choix en ce moment. Donc le truc intelligent par rapport à ça, c'est si tu es en concurrence avec les Chinois, c'est d'aller justement sur le truc où tu penses qu'il y a un potentiel long terme parce que Ouais. ça va être moins attractif pour eux, quoi. C'est intéressant cette idée parce que du coup, c'est un peu en contraste avec le truc. On a une histoire de 5000 ans et on a un plan à 100 ans du Parti communiste et tout. Est-ce que tu penses que c'est dû au fait que, comme il y a eu pas mal d'instabilité politique, finalement, les gens ils se disent ça sert à rien de faire des investissements à 30 ans. On ne sait pas dans 30 ans où on sera et si j'aurai toujours la position que j'ai ou comment tu interprètes le truc. Ouais, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Je sais pas si c'est vraiment psychologique, mais je pense aussi c'est qu'ils sont quand même obsédés par l'argent. Donc il y a juste la part du gain rapide, quoi. En fait, ils veulent gagner de l'argent rapidement. Donc il y a beaucoup ça, en fait. Je pense qu'ils jouent. Mais c'est possible qu'il y ait un truc aussi profond que ouais, on ne sait pas de demain soit fait, donc il faut juste essayer de maximiser maintenant. C'est possible aussi, ouais, que Ok. ça joue. Point 9, ils sont pas très polis. Ça s'améliore, mais attendez à vous faire bolosser à la sortie de l'avion. Tu sais, la sortie de l'avion, c'est quand. Tu sais, en Thaïlande, c'est cool, la sortie de l'avion, chaque personne attend et c'est chacun son tour et autres. Et en Chine, si tu forces pas le truc, tu vas le faire, tu vas te retrouver à la fin. Et enfin, t'es dans je sais pas, t'es dans un centre commercial et d'un coup, t'as une grand-mère qui te rentre dedans, tu vois, comme ça. Enfin, c'est assez surprenant. Pareil, si tu Tu veux mets un coup commander au resto, d'épaule et... ah, t'es là, est-ce que je suis censé juste genre ok, c'est les Ouais. plus vieilles, elle a le droit, je sais pas, ou la queue, toi tu vas faire la queue, il y a un mec qui va se mettre devant toi comme ça, juste comme ça, t'es là. Est-ce que c'est juste accepté socialement, est-ce que je suis censé lui repasser devant pour je sais pas quoi. Et aussi dans les restos chinois, c'est incroyable en fait, pour avoir le serveur, faut gueuler en fait. Donc en fait, c'est celui qui gueule le plus fort qui a le serveur. Si tu gueules pas, tu seras jamais servi. Ok. Donc et ça explique pourquoi ils sont d'une certaine façon quand ils sont en voyage en Europe ou même en Thaïlande. C'est parce que Ouais. pour eux, c'est leur environnement naturel, quoi.
Sur la question de la sortie de l'avion, est-ce que tu as déjà vu ces vidéos sur YouTube? Notamment, il y en a une de CGP Grey où les mecs ont inventé une meilleure méthode, un meilleur algorithme pour sortir de l'avion qui te démontre avec des petites animations, etc. Non, j'ai pas regardé. Mais moi, je kifferais ce genre de truc, en fait. Je suis sûr qu'il y a des trucs optimisés par rapport à ça. Il y a, Euh, il y a Même un qu'il meilleur truc. moi, il faut qu'il me moi, il faut qu'il prenne Moi, tes ce que stats, j'ai en fait. testé, Il faut qu'il prenne tes stats, c'est que à quel point tu t'assieds vite. Et ensuite, il te rank suivant à quel point tu t'assieds vite. Et tu vois, il y a un truc à faire parce que il y a des ratios de fou. Il y a des gens, ils mettent 30 ans pour s'asseoir. Ouais, c'est. mais surtout, ce qui est marrant, c'est que l'instant où l'avion s'arrête et où le truc ceinture de sécurité s'arrête, tout le monde absolument est debout, alors que tu sais que ça va prendre encore 15 minutes avant que ça s'ouvre. Et du coup, ça crée des méga embouteillages, en fait. Et eux, en fait, leur méthode, c'est les personnes qui sont dans l'allée vont se lever. Donc, eux, ils se lèvent tous, ils prennent leur truc, ils s'en vont. Et un par un, comme ça, en fait, t'es pas bloqué. Et en gros, ils se lèvent tous, ils prennent tous leurs affaires, ils sortent tous d'un coup, la rangée est vide, rangée suivante, etc. Et donc, sur la chaîne CGP, donc CGP, Grey, comme la couleur gris en anglais, il y a des vidéos là-dessus qui sont très drôles, où les mecs, ils se sont vraiment fait chier. Et tu te dis, le problème ici, c'est pas de trouver l'algo. Le problème, c'est de convaincre les gens de changer la manière de faire. En fait, même si tu avais trouvé un meilleur algo. Mais l'enjeu, il vaut le de coup de ouf. sortie, Parce que t'imagines, sur tous les trucs d'avion, ça marcherait. c'est des dizaines et carrément. centaines de milliers d'heures Carrément. d'être d'humain. Et c'est pas des bonnes heures. Tu kiffes pas être à attendre. Donc moi, je kifferais qu'il y ait une compagnie aérienne qui devienne super autoritaire par rapport à ça, qui te met des amendes. Et en fait, quand ça devient un peu un standard, du coup, d'optimiser comme ça tes sorties d'avion, quoi. Ok. Tu dis aussi que les Chinois, ils sont pas subtils. Non, ça, c'est un truc vraiment. Donc tu veux dire que cet algo, il marcherait pas en Chine, quoi. Si, parce que je pense qu'ils ont quand même un respect pour l'ordre, tu vois. Après, ça, c'est un autre débat. Parce que, ouais, il y a plusieurs trucs. Un peu sur le côté, justement, être ordonné, tu vois. Les gens associent un peu chinois, japonais, mais ça, tu vois, ça n'a rien à voir. Les Chinois, c'est des bordéliques monstres, tu vois. En fait, Japonais, le gouvernement leur ordonnait de mettre des masques, ils mettaient des masques. Le lendemain où il n'y avait plus d'obligation de mettre de masque, plus personne mettait de masque, tu vois. Ça a disparu du jour au lendemain, tu vois. En fait, si tu les forces pas, ils vont faire ce qu'ils veulent, c'est le chaos, quoi. Ce qui n'est pas le cas des Japonais, où ils ont plus de. Adorent faire la queue. C'est absolument scandaleux. Genre, on a été au Japon. Il y avait une boulangerie qui fait, je sais pas, des donuts. Ça fait des donuts au Japon, à Tokyo. Et Kim était en mode, ah ok, faut qu'on achète des donuts, ils sont trop bien, tu vois. Ils sont censés fermer à 18h. Donc un jour, on y va, on a encore le temps, il est 17h30. On arrive, ok, ils sont sold out. Le lendemain, il faut, ok, sold out à 17h30, la vache, tu vas être populaire et tout. Le lendemain, on va venir à midi, sold out. Le lendemain, on arrive, on va faire l'ouverture à 8h du matin. Queue de malade, 1 km de queue, impossible. Le jour suivant, ils ouvrent à 8h, on a dû être à la queue genre à 6h30. Enfin, peut-être qu'ils ouvrent à 10h, tu vois, qu'on était là à 8h30, on était là 1h30 avant pour faire la queue, pour acheter des putains de donuts. Et les gens, ils sont là, mais c'est tous des Japonais, tu vois. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, genre, vous habitez dans cette ville, vous faites la queue tous les jours pour avoir les donuts, qu'est-ce qui se passe? Et à la fin, c'est des donuts, tout ce qu'il y a de plus normal, mais c'est genre une hype. Et vraiment, c'est vraiment un truc incroyable, quoi. À mon avis, ce qu'ils font, c'est juste, ils en produisent pas beaucoup. Ils disent qu'ils sont ouverts 8 heures par jour, mais en fait, Ouais, parce qu'ils pourraient faire plus de donuts, d'accord? C'est pas genre un denrée rare, les donuts. Ils pourraient faire plus. Mais parce que leurs donuts, c'est pas qu'ils sont géniaux, c'est qu'il y a de la queue. Et que comme tu as dû avoir de la queue pour les avoir, les donuts, ils sont bien. Tu vois. L'intérêt, c'est la queue. La proposition de valeur, c'est la queue. C'est pas la bouffe derrière. Et donc, tu dis, mais du coup, ouais, ok, ce truc, ils en produisent très peu, ils pourraient en produire beaucoup plus. Mais s'ils en produisaient beaucoup plus, ils pourraient plus les vendre parce qu'il y aurait plus de queue. Et ça en termes de technique marketing, je trouve ça incroyable. C'est la technique marketing, en fait, qui peut marcher aussi sur les boîtes de nuit, en fait. Donc, il y a des rumeurs où, tu vois, tu ouvres une boîte de nuit et, en fait, pendant 3 jours, il y a la queue, mais il faut rentrer quasiment personne. Et donc, du coup, ça crée de la queue. Tout le monde a l'impression, ouais, il y a toujours la queue là-bas, ça doit être populaire et tout. Et du coup, les gens commencent à venir parce qu'il y a de la queue. Et le truc sur une queue, c'est qu'en fait, c'est très, très visible. C'est-à-dire que si tu es sur une artère assez passante et qu'il y a une queue, tu fais, il y a 50 personnes qui font la queue, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu as envie de voir d'où ils font la queue et tu dis, ah ok, ils font la queue pour ça, il faut qu'on check un jour si on peut y aller. Et après, en plus, une espèce de pub gratos. Et je pense qu'il y a aussi une cohérence cognitive, toi. La personne qui a passé 1h30 à faire la queue, elle va kiffer ses donuts, toi. Elle va être en mode, putain, c'est les meilleurs donuts. Elle va parler à tout le monde. Elle va faire, ouais, putain, les donuts, vous pouvez pas tester, c'est incroyable ces donuts. Parce que, il y a ça qui se crée aussi, quoi. Et moi, j'ai l'effet inverse, tu vois, je suis un peu un mec aigri, c'est-à-dire que tu vois, on fait la queue pendant 1h30 comme des cons. À la fin, si le donut, il est trop bon, tu vois, je me sentirais mal d'avoir fait chier et tout. Donc, à la fin, tu vois, je suis un peu biaisé contre le donut, tu vois, j'ai les attentes. Parce que t'es pas le client de ce genre de queue, quoi. Parce que moi, ça me donnerait, enfin, jamais de ma vie, je ferais une queue d'1h30 pour.
Ouais. Et Et ouais, après, en fait, tout le monde était ah, vous avez des donuts là-bas, vous pouvez m'en donner un et tout. Tout le monde était trop, on était des stars, tu vois, à voir ces donuts. Tout le monde nous traitait comme si on avait un truc ultra précieux, tu vois. Parce que les gens postent sur les réseaux sociaux, donc tout le monde en a entendu parler, etc. Voilà. Et il y en a un à Paris qui fait ça, qui s'appelle Cédric Grolet. Il a une espèce de boulangerie qui est à Opéra et tout. Et c'est pareil, il vend des croissants à, je sais pas, à 7 euros et tout. Et il y a une queue de ouf dans son truc. Et tu rentres à l'intérieur, et tu peux t'asseoir, tu as des tables et tout. Tu rentres à l'intérieur, il y a une queue de 50 personnes dehors, et il y a la moitié des tables qui sont vides. Je fais, qu'est-ce qui se passe, les gens? Faites rentrer les gens. Mais non, parce que si on fait rentrer trop de monde, il n'y on aura voit pas plus la de queue. queue. Donc notre Ah oui. panneau publicitaire, il disparaît. Et donc du coup, la moitié des tables sont vides. Et tu manges ton croissant. Il a aussi des espèces de gâteaux, etc. Il n'a pas que des croissants, mais quand voilà, après, tu dis, bon, bah, ça marche aussi sur une certaine population, je pense, de Ouais, si touristes j'en surtout, kiffe, j'en qui ont kiffe. rêvé Hein. du Et s'ils truc le et font, qui c'est. font. Ah, c'est très cool. Bah, psychologiquement, tu vois, c'est intéressant et je pense que les gens en tirent quelque chose, sinon ils ne le feraient pas. Mais c'est un élément marketing qui me parle beaucoup. Et ça, c'est très, très populaire. Genre à Tokyo, c'est très, très populaire. Tu fais souvent la queue. Alors parfois, tu fais la queue pour des trucs et après, c'est genre génial. Il y a aussi des trucs géniaux. Genre, après, potentiellement, je suis biaisé contre les donuts. Par contre, moi, tu me donnes des ramen. Si j'ai fait la queue pendant 45 minutes pour les ramen, potentiellement, les Ça ramen, va ils vont cool. changer ma vie, tu vois. Et je vais leur recommander 4, tu vois, pour en avoir pour mon argent, pour en avoir pour mon temps d'attente. Je vais en recommander 4. Voilà. Mais Pour bien bloquer la table aussi le plus longtemps possible, pour que les gens dehors, pour, ils Et douillent après, ils aussi, sont quoi. très. Pour le coup, sur le truc de ramen, donc en gros, c'est un ramen. Mais moi, j'aurais kiffé ça à voir quand j'avais 20 ans. C'est un ramen pour les introvertis. T'es dans un espèce de petit cube avec des murs de tous les côtés. Tu fais face à une espèce de fenêtre. Où, en fait, ils te donnent ta bouffe par la fenêtre. Mais la fenêtre, elle est en sorte que tu vois pas la personne, tu vois juste ses mains, en fait. Donc, tu fais face à un mur et tu as juste une personne les mains. Tu fais jamais de contact visuel avec la personne et ils te donnent les ramen. Et donc, du coup, c'est très, très efficace parce qu'ils sont là, ils ont une espèce de couloir qui fait toute la salle derrière le mur et ils te servent et tout. Et dès que tu as fini, ils te reprennent. Ils ont un truc avec des lumières, etc. Donc, en fait, eux, pour le coup, ils ont un turnover de ouf. Et comme ils sont super bons, ils arrivent quand même à avoir une queue. Tu vois, donc le problème, c'est que si ta bouffe, elle n'est pas incroyable, pour avoir la queue, il faut la créer artificiellement. Mais si ta bouffe est délirante, et que pour le coup, c'est des très petits magasins, tu vois, il doit y avoir genre 20 sièges, donc même avec un bon turnover. Voilà, bon, c'était mon moment, les Japonais et la queue, et là, un impact marketing que ça peut avoir, la manière de vendre efficacement. Et effectivement, comme tu le dis, à mon avis, pour pas mal de gens, ça améliore l'expérience gustative. Mais pour revenir sur la question des Chinois, tu disais que les Chinois n'étaient pas subtils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, en fait, leurs motivations sont pas subtiles du tout. C'est-à-dire que si tu parles à quelqu'un en France, tu vois, même tu vas demander c'est quoi sa voiture, c'est ah, j'ai une Prius parce que c'est bon pour un numéro autre. HE va même pas s'intéresser à quelle est la voiture vraiment, c'est quel prix en fait. La question, c'est être elle coûte combien ta voiture, toi? Est-ce que c'est une voiture à 1 million de RMB? Est-ce que c'est une voiture à 1,5 million de RMB? Est-ce que c'est une voiture à 2 millions de RMB? Toi, c'est totalement. Et donc, ils sont très obvious là-dedans, toi. Et tu leur demandes pourquoi tu as cette voiture-là, et bah, c'est pour que tout le monde sache que je suis riche, tu vois. Il n'y a pas de genre, il y a pas de. Hmm. Et donc, par rapport à ça, ils sont. Tu vois, Il n'y a parce que t'es pas un peu. mais c'est la L'Asie. mécanique allemande, l'art Non, mais du produit, tu comprends ils vont pas pas essayer de faire ça. Non. l'histoire. Hmm. Non, et puis même, tu sais, je demandais des. Est-ce que je leur demandais un peu un truc, un peu un meeting annuel, genre, c'est quoi vos motivations ou autres. Et bon, bah, c'est gagner de l'argent, c'est un truc qui revenait souvent, c'est en gros que mes camarades de classe voient à quel point j'ai réussi. Tu vois, que j'ai réussi mieux que mes camarades de classe. Donc en fait, ils sont très premier degré par rapport à ça. Ce qui les rend aussi assez facilement compréhensibles. Et tu comprends notamment pourquoi ils bossent autant. Parce qu'en fait, ils sont assez honnêtes avec eux-mêmes sur leur propre motivation. Et donc, vu que la motivation principale, c'est quand même l'argent très loin en Chine. Enfin, je pense qu'on a du mal à se rendre compte au niveau d'obsession par rapport à l'argent en Chine. Après, moi, je suis à Shenzhen, qui est quand même là, une ville aussi centrée autour de ça. Mais enfin, en fait, tout ce qu'ils font, même quand ils prient, c'est pour gagner plus d'argent. Tout est centré autour de ça. Euh, et donc, ce qui fait que généralement, si en gros, il y a un intérêt financier à quelqu'un de travailler avec toi, il va travailler. Ce qui va avec mon deuxième truc, qui est, je pense, le truc le plus valable enfin, pas valable, mais intéressant avec les Chinois, c'est qu'ils ont une compréhension de l'exponentiel, en fait. C'est-à-dire quand tu veux travailler une usine en France ou en Europe de façon générale, en gros, ils sont pas intéressés de travailler avec toi quand t'es petit, toi. Revenez vers nous quand on sera plus gros. Alors que les Chinois, s'ils sentent que tu as du potentiel et autres, ils vont t'accorder du temps et de l'énergie, de l'effort, même si c'est une petite commande, en disant, bah, en fait, il y a une chance sur 20 que ce gars, dans 3 ans, il fasse fois 100, tu vois. Et qu'en fait, c'est intéressant pour eux d'être là au début. Parce qu'en fait, ils ont vu autour d'eux beaucoup ça, tu vois. Et ça va encore ensuite, mon point d'après, c'est un peu l'aspect méritocratique, où c'est assez impressionnant qu'à quel point tu as énormément d'usines qui sont gérées par des mecs qui à la base étaient souvent ouvriers dans les usines,
qui ont en gros ouvert un peu leur petit workshop, leur petit truc un peu avec ces 3-4 personnes qui assemblent des trucs, qui sont devenus un peu en autodidacte, des sortes d'ingénieurs, qui ensuite ont ouvert une plus grosse usine, qui ont ouvert une plus grosse usine, ainsi de suite. Tu vois. Donc c'est des personnes qui sont généralement pas très sophistiquées. Toi, c'est un peu, en France, on les qualifie un peu de beauf, mais à leur crédit, ils sont montés là par leurs propres efforts, et il y a eu une sorte de méritocratie qui se met en place, qui est aussi, pour être possible, quand ton économie, elle fait genre x50 en 30 ans, toi. Ça aide forcément à ce que certaines personnes puissent s'élever, quoi. Mais il y a cette notion en Chine, beaucoup plus, je pense, qui est un peu perdue en France, et de façon peut-être justifiée, que voilà, si tu mets beaucoup les efforts, tu peux réussir, parce qu'il y a de la place. Tu vois. En France, j'ai l'impression qu'il y a un peu le sentiment que bon, c'est un peu coincé, que l'ascenseur social ne fonctionne pas, et ainsi de suite, alors qu'en Chine, c'est encore assez présent. Et le 13e point, je pense, qui est un peu un cliché, mais qui est totalement vrai, c'est l'éthique du travail, elle est juste incomparable, tu vois. En fait, c'est vraiment, toi, nous, du coup, on a ce bureau en Chine, et en fait, j'ai un peu arrêté d'essayer de créer des politiques un peu ressources humaines en commun avec le bureau en Chine et notre équipe ici, notre équipe un peu foreigner, donc les Européens et autres. Parce que certains Européens, tu leur dis que travailler 40 heures, c'est de l'esclavage moderne. Les Chinois, ils comprennent pas quand tu leur dis 40 heures, tu vois. C'est le standard, Ils disent c'est 40 heures par jour? 40 heures par jour, c'est 6 jours par semaine, 10 heures par jour, toi. C'est 60 heures, c'est normal. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que nous, on est considérés que nos bureaux, c'est pour ça qu'on a aussi peu de turnover en Chine, comme ayant des conditions de travail qui sont incroyables, tu vois. Par rapport à la moyenne, en fait, c'est beaucoup mieux que ce que propose la plupart des autres boîtes. Euh, Ce qui, encore une fois, et je pense pas que c'est forcément souhaitable comme projet de société, tu vois. Je pense pas que ce soit vraiment bon forcément bien pour la plupart des gens de 13-60 heures. Mais à côté, il y a aussi pas de surprise toi, que ce sacrifice paye en termes de croissance économique et autres en Chine, quoi. Euh, donc il y a ça. Et à voir, ils ont des gros problèmes démographiques, donc peut-être que ça va se casser la gueule à terme. Mais à ce niveau-là, c'est assez impressionnant. De voir le rythme de travail et le focus qu'il y a, c'est assez incomparable à ce qu'on peut avoir forcément en Thaïlande, mais même en Europe, quoi. Parle maintenant de Winston Churchill. T'as lu sa biographie récemment? Comment s'appelle le livre que t'as lu? J'ai mis une section un jour une biographie. Parce que je pense qu'on lit tous les deux énormément de biographies. Enfin, j'ai dû en lire des centaines. C'est vraiment mon style préféré. Alors, c'est l'édition en 3 tomes qui est un peu ancienne. Je crois il se passe un truc sur le lion. C'est Je crois un truc ouais, comme The ça. Last Lion, je crois. De Last Lion, c'est en trois parties. De Churchill. Qui a été publié en 84, donc c'est pas une des éditions de plus récentes, mais il y a plein de biographies sur Churchill. Alors, alors déjà, dans ce livre, il partage la correspondance avec sa mère. Et bon, il y a 2 trucs qui sont déjà assez marquants. Donc de Churchill, quand il a genre 6, 7, 8 ans, il envoyait des lettres à sa mère parce qu'il était déjà en internat à cet âge-là. Je crois à partir de 8 ans, ouais, peut-être 7 ans, il était en internat. Et dans ces lettres, c'est vraiment c'est assez triste, mais en gros, il disait, maman, s'il te plaît, t'as dit que t'allais me voir le week-end dernier, mais t'es jamais venu. Et en gros, sa mère lui répondait pas assez pendant genre 6 mois, tu vois. En fait, il a aucune nouvelle de ses parents pendant 6 mois, tout le monde l'ignorait. Il était en plus dans un internat de garçons, donc tu peux imaginer aussi à quel point ça peut être violent dans les écoles très strictes. Donc t'as un niveau de... Alors après, je sais pas, encore une fois, on revient un peu au chinois de 13-60 heures par semaine, où tu dis, c'est probablement pas positif pour le bien d'une personne, mais ça aussi forge d'une certaine façon, tu vois. Euh, et donc, c'est un peu cette souffrance émotionnelle, c'est même cette absence, en fait, d'affection qui est assez marquante. Et l'autre truc marquant, et qui est assez violent, c'est qu'en gros, il est censé être un mauvais élève à ce moment-là, toi, quand il a 7-8 ans, il est censé être dans les derniers de sa classe. Et les lettres qu'il écrit à sa mère, c'est mieux que ce que la majorité des gens font au bac maintenant, tu vois. Donc, il y avait aussi un niveau d'attente et des standards incroyablement élevés. Et, et tu sens aussi, parce qu'en fait, beaucoup de gens perçoivent Churchill, je pense, comme étant assez hautain, un peu. Et en fait, il est totalement hautain, en fait. Il a une sorte de. En fait, et je pense que c'est dur à comprendre, mais il avait clairement un sentiment de supériorité, toi. Et pas une supériorité. Alors, il a des problèmes un peu racistes, mais je pense que c'est une supériorité de classe, en fait. Euh, et supériorité aussi de la Grande-Bretagne par rapport aux autres pays, toi. Il y avait une chose, on est les meilleurs, on est au-dessus, tu vois. Et c'est un truc pour moi qui est pas très populaire en termes de. Mais j'ai quand même l'impression que n'importe quelle organisation qui est vraiment au meilleur niveau a ce sentiment de supériorité, toi. Et t'as plein d'exemples, toi. Quand le PSG, ils vont jouer à Sochaux, ils se disent pas, bon, bah, on est tous au même niveau, toi. Quand Usain Bolt, il court contre Christophe Lemaître, toi, il n'y a pas les mêmes attentes, toi. Il y a forcément cette sensation qu'on est meilleur, qu'on est au-dessus. Euh, et un autre exemple aussi qui rejoint notre biographie, c'est celle de Jules César,
où lui aussi, c'est clairement là-dessus, toi. Il avait un melon qui était démesuré, mais derrière, ça se traduisait vraiment par des attentes envers lui-même, quoi. Et de façon générale, tu as un peu le concept que les, c'est Gibbon, c'est ça que une grande partie des raisons pour lesquelles les légions étrangères, enfin comment dire, les légions romaines avaient autant de succès, c'est notamment pendant toute la période de la République, une sorte de sentiment de supériorité par rapport aux barbares, tu vois. En gros, même parce que les batailles à l'époque, et on se rend pas trop bien compte, c'était beaucoup de gens imaginent c'est 1000 mecs contre 1000 mecs, et quand les 1000 mecs étaient morts, bah c'était fini. Non, en réalité, c'était 1000 mecs contre 1000 mecs. Dans les 50 premiers morts, il y avait un côté qui avait pris avantage, et les autres, ils se barraient, tu vois. Et les légions romaines, ils se barraient pas parce qu'ils étaient en mode, bon, déjà, leur système faisait que c'était plus compliqué de se barrer, mais surtout, ils étaient en mode, il y a zéro chance qu'on perde contre des putains de barbares, tu vois. On est les légions romaines, les gars, il y a pas de chance qu'on perde. Et donc, ils résistaient jusqu'à ce qu'en fait, ils retournent la situation. Et en gros, ce qu'il explique, c'est qu'au fur et à mesure, les légions romaines ont un peu perdu ça parce que ils ont perdu un peu ce sentiment de supériorité. Et là où Qu'est-ce que tu tires de cette idée Ah, Vas-y. vas-y, continue. Non, mais vas-y, parce que là, je suis parti très loin. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en tires comme leçon? C'est-à-dire que une manière de lire ça, c'est de dire aujourd'hui, c'est pas politiquement correct, il faut que tout le monde soit égal, etc. Donc c'est pas bien de penser que tu es meilleur que les autres et de dire que tu es meilleur que les autres. Non, tout le monde est au même niveau, etc. Est-ce que du coup, la leçon ici, ce serait de dire, bah si tu veux être efficace, il faut se dire, nous, on est les meilleurs et on est meilleurs que les autres et c'est comme ça, ou quelle est la leçon que tu en tires? Exactement. Et c'est bizarre parce qu'en fait, c'est accepté dans certaines sphères et pas d'autres, tu vois. Un sportif, s'il dit je suis le meilleur, tout le monde va dire bah, c'est la bonne qualité à avoir, tu vois. Tu veux pas un mec qui dise ouais, je suis dans la moyenne, je suis pas trouvé, non, tu veux dire. Et toi, même Mais si le sportif se montrait hautain par rapport à son adversaire, même s'il était vachement plus fort, tu vois, on se dirait ah putain, voilà, tu vois, imagine, je sais pas, Raphaël Nadal joue contre un mec au premier tour du tournoi, il le démonte, et à la fin, on fait ouais, vas-y, je m'en fous, je te serre pas la main et tout, parce que t'es trop nul. Tu vois ce que je veux dire, ça passerait très 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 mal, même si objectivement il est meilleur. Ça serait non, pas serrer le main. totalement Par politiquement contre, moi, je suis incorrect. persuadé, tant que tu gagnes, ça fonctionne en fait. En fait, Conor McGregor, il était super hautain, il était déjà imbuvable comme personne, mais tant qu'il gagnait, bah, ça fonctionnait, toi. Une fois qu'il a perdu, bah, c'est là, bah, les gens kiffent voir quelqu'un qui a été un peu hautain perdre, quoi. Mais, euh, mais toi, même toi, tu penses à l'armée, bah, les forces spéciales, forcément, elles sont spéciales, toi. Elles se considèrent au-dessus des forces conventionnelles, toi. Toi, c'est accepté que oui, effectivement, tu as des standards plus élevés, ils sont meilleurs, quoi. Donc, dans certains trucs, et je pense qu'il était un peu l'opposé de ça, c'est un peu c'est un peu peut-être trop jeune à l'époque, et je pense que c'était la dernière année, peut-être je m'intéressais un peu à la politique française, mais tel tout le concept du président normal, c'est avec Hollande, tu vois, je suis un président normal. Ouais. Et justement, c'est un peu en relisant Churchill que je me dis, en fait, ça a zéro sens, tu vois. Tu veux pas qu'un président soit normal, c'est dans la norme, donc c'est dans la moyenne, toi. Tu veux pas un président qui soit dans la moyenne, toi. Toi, tu veux pas un mec qui dirige le pays qui soit dans la moyenne, toi. Tu reprends un peu l'exemple de. Si t'es aux Jeux Olympiques, t'es un pays, je sais pas, t'as Usain Bolt qui peut courir, ou t'as. Et tu vas le voir, ouais, mais mec, on a regardé tes stats, t'es pas dans la moyenne, quoi. Donc on va prendre Jean-Pierre qui fait le 100 mètres en genre 22 secondes, qui a une chance sur deux de se faire un claquage. Non, ça n'a aucun sens, tu vois. Tu veux idéalement vraiment la meilleure personne pour le boulot en question, tu vois. Et donc c'est bizarre que dans certaines parties, on est OK avec ça, on dit, bon, il faut trouver la meilleure personne et la mettre, et c'est là que ça va être optimal. Et dans d'autres, c'est encore une fois, président normal, ça peut trop. Je pense qu'il y a aussi un côté couillon, mais je pense assez vrai. C'est que c'est très facile pour nous de comprendre pourquoi on ne peut pas être Usain Bolt, tu vois. Bah oui, tu peux aller tester, hein, tu peux aller courir, tu cours pas en moins de 10 secondes, toi, c'est réglé. Pareil, les forces spéciales, t'es là, sauter d'un hélicoptère, c'est quand même un peu, c'est tendu. Alors que président, je pense que tu peux te faire un peu, toi, c'est moins légible comme question, donc tu peux penser que tout le monde se voit un peu, quoi. Et d'ailleurs, si tu demandais c'est quoi les qualités d'un président, tu aurais vraiment plein de réponses différentes. Euh, donc voilà, c'était un peu mon truc par rapport à ça. Et donc, un peu ma leçon par rapport à ça en termes business, c'est, je pense, être assez transparent sur le fait que ouais, tu cherches la meilleure personne. Tu cherches déjà, on est meilleur que les autres, donc avoir sentiment de supériorité. On est meilleur que tous les autres vendeurs Amazon. On est meilleur que tous les autres chaînes YouTube. C'est pour ça on se doit d'avoir des standards plus élevés pour avoir des résultats plus élevés. Et aussi en termes de recrutement, en fait, toujours aller vers ce que tu peux recruter de meilleur, quoi. Transition vers une autre question. Je repars sur des questions. Aujourd'hui, une fois, c'est toi qui nous avais mis une question philo sur le libre arbitre. Aujourd'hui, c'est moi qui ai inclus toutes les questions philosophico. Est-ce que tu vas commencer par ta biographie d'abord? Oh, mais j'en arrive. Ça, c'est l'introduction. C'est l'introduction à ma biographie. C'est l'introduction. C'est juste une question. Est-ce que tu te sens vraiment libre? Dans quel sens? Libre arbitre ou Ah non, libre dans ta vie de faire ce que tu veux, dans le sens liberté financière. Non, non.
Moi non plus. Et j'y réfléchis parce qu'il y a un youtubeur, enfin, je vais pas dire petit, mais un youtubeur français que j'aime bien qui s'appelle Harry JMG. C'est un mec qui parle beaucoup de code, euh, voilà, comment apprendre à coder pour gagner ta liberté, etc. Mais qui a aussi un truc que je kiffe parce qu'il est super dans les trucs spirituels, etc. Un peu comme moi. Et c'est un des rares gars, en fait. Parce que le problème des gens qui parlent de spiritualité, c'est que parfois ils partent trop loin et tu n'arrives plus à les rattraper, quoi. Genre, le mec, il te parle des chakras, etc. Harry, il a ce côté où il est ancré dans une réalité business et dans son audience business. Et en même temps, pendant un moment, par exemple, il avait le podcast numéro 1 de méditation en France, juste en mode side project par rapport à ce qu'il faisait. Ça me faisait beaucoup rire. Dans le sens où je trouvais que ce qu'il faisait, c'était vraiment cool. Mais que ce soit lui, tu vois, ce gars que je connaissais depuis longtemps, etc. Bref, il avait une vidéo qui m'a fait pas mal réfléchir, qui s'appelait Chercher à être libre est une arnaque, qui est sortie assez récemment. Où en gros, son argument, c'est de dire tu as toujours ce truc de dire, OK, quand j'aurai atteint tel objectif, là, enfin, je serai libre. Mais qu'en fait, tu atteins cet objectif et finalement, il y a autre chose que tu dois faire et que tu pourrais juste être libre maintenant. Donc, juste, tu vois, d'un point de vue spirituel, que la liberté vient de l'intérieur. Et ce à quoi ça m'a fait penser, c'est que, disons que si tu n'es pas libre, il y a plein d'obstacles à ta liberté et tu as tendance à réfléchir uniquement en termes des obstacles vraiment concrets. Genre, ok, bah, faut que j'aille au bureau, je suis pas libre d'aller où je veux, je peux pas voyager, il faut que je travaille pour gagner de l'argent. Donc, en fait, si j'avais 10 millions et j'étais dans ma digital, j'aurais gagné ma liberté. Mais en réalité, même si les personnes ont de l'argent et ont la liberté de voyager, en fait, ils ne sont pas automatiquement heureux et libres parce qu'il y a beaucoup de problèmes de blocage en fait, qui t'empêchent d'être libre, qui sont purement internes. Ça peut être tes croyances, l'impression de ce que tu veux, l'impression qu'il faut que tu vives pour le regard des autres, l'impression qu'il faut que tu sois X ou Y, etc. Et donc lui, il avait juste cette vidéo là-dessus. Et donc ça se connecte sur la biographie. Donc toi, tu as lu la biographie de Churchill, moi j'ai lu la biographie d'un clochard, quoi, on va le dire, hein. C'est aussi dit dans le livre. Le bouquin s'appelle The Man Who Quit Money. Un mec qui s'appelle, je crois, Mark Sundin. Ça a été recommandé récemment sur les auteurs de Tim Ferriss. Et je me suis dit, ouais, trop bien, un livre chelou sur un mec qui est parti dans un délire, il veut vivre comme Christ et tout en abandonnant l'argent. Donc son truc, c'est que un jour, il a décidé, moi, je vais plus utiliser d'argent. Donc il habite dans une grotte dans le désert du Utah, je crois. Il trouve sa bouffe à droite, à gauche, et voilà. Il fait plein de trucs dans sa vie, il voyage, il se déplace, mais uniquement sans utiliser d'argent. Et, et en fait, au départ, tu te dis, bon, bah ouais, c'est bizarre d'écrire un livre entier sur une personne, mais il a un espèce de projet spirituel, alors qui est en partie basé sur des éléments bibliques, le serment de Jésus sur la montagne, où il te dit, les oiseaux ne travaillent pas, et donc du coup... les fleurs, etc. Tu peux juste exister en fait, que tu n'es pas censé être productif dans la vie et qu'il y a plein d'animaux qui ont été créés par Dieu qui ne sont pas productifs. Et il a aussi un truc où donc il y a apparemment des prescriptions bibliques contre l'usure. Comment tu dis en français? L'usurie. En gros, L'usurie. usurie, ouais. En français, c'est usurie aussi. Je crois que c'est usurie. Donc le fait de prêter de Prêter l'argent, et donc du coup, lui en fait, il en tire une conclusion entière sur le fait que l'argent, en fait, dès que tu as de l'argent, qu'est-ce que c'est? L'argent que tu as dans ton compte en banque, c'est une dette de la société envers toi, en gros. Et quand tu empruntes de l'argent, bah, évidemment, c'est toi qui prends une dette envers la société. Lui, ce qu'il veut, c'est de ne rien posséder et ne rien devoir. Et que personne ne lui doive rien, etc. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas utiliser l'argent. Enfin, tu vois, il a toute une justification très philosophique derrière. Et en gros, la manière dont tu peux te lire le parcours de ce gars, c'est une quête extrême de la liberté, en fait. Où il s'est dit vraiment, ok, oui, simplement, parce qu'avant d'abandonner l'argent, c'était déjà un peu un hippie, il voyageait à droite à gauche, etc. Il avait déjà cette liberté superficielle, mais il sentait qu'il était encore lié à un système qui pour lui est immoral, etc. Et donc du coup, il va aller jusqu'au bout de cette quête de liberté. Et vraiment, voilà, j'ai terminé ce bouquin. Et ça donne quoi, du coup? C'est quoi le résultat que ce à quoi tu t'attends. à la fin? Est-ce qu'il conclut qu'il a réussi ou que... Et ouais, à la fin, il a réussi, même dès le départ, en fait. C'est-à-dire que le bouquin commence, en gros, l'auteur va le voir dans son truc et passe du temps avec lui. Et en gros, c'est juste un mec, en fait, c'est un mec qui fait quoi, qui vit un peu dans la nature, il vit dans sa grotte, il se balade à droite à gauche, il a plein d'amis partout parce qu'il habite dans une ville avec plein de hippies dans le désert. Pour survivre, il doit quand même un peu travailler ou non? Est-ce que pour avoir sa nourriture, est-ce qu'il a quand même son ferme Ouais, il trouve pas mal de bouffe qui a été jetée, donc il va dans les poubelles. C'est ça qui me rend fou. C'est ça qui je trouve qu'il vit pas le truc jusqu'au bout, toi. C'est que normalement, au moment de l'humanité,
toi, tu pouvais être libre comme ça, toi. Il y a un truc toujours un peu incohérent à ce niveau-là, quoi. C'est qu'il Tu pouvais dépend être comme la chassé, société. Toi, ça fait. alors, tu peux dire qu'effectivement, la nourriture était jetée, donc de toute façon, c'était perdu. Hein. Mais tu dépends comme de la société. Toi, t'es pas totalement isolé, t'es pas Il dépend de totalement. la société. Donc justement, c'est là où où je trouvais vraiment sa philosophie assez intéressante, c'est qu'il te dit, moi, ce que je fais, c'est pas rejeter la société en fait. Mhm. Et je pense J'ai que, des et je amis pense aussi. que Hein. le fait de vouloir devenir un ermite et de rejeter la société, Mhm. c'est une facilité. Dans la mesure où en fait, tu vois, tu te dis, ok, je veux atteindre un esprit zen. Et ce que tu vas faire, c'est aller dans un monastère où tu vas juste avoir rien à faire et personne ne va t'embêter, etc. Tu vois, c'est assez facile en fait d'avoir un esprit zen si tu es dans un environnement où tu n'as aucun challenge en fait. Et lui, son truc, Mhm. c'est de dire, je veux pas rejeter la société, mais je veux juste ne pas être dans le système d'argent. Et juste, voilà. Mhm. Donc, il récupère ça. Et après, ce qu'il fait, c'est que il connaît des gens qui ont des fermes et il va les aider à cultiver leurs fermes. Et en échange, il lui donne, quand la Ok. récolte arrive, des patates et des machins. Et lui, il ramène ça, etc. Et il bouffe pas beaucoup. Après, là, je Toi, critiquais, mais moi, je kiffe, en fait, et ce que je dis au début, c'est soit, en fait, ça, soit. Je kiffe, ouais. par contre, tous les choix assumés, je trouve ça toujours très intéressant, quoi. Donc, Et en gros toi, t'as des stats comme quoi c'est les l'opposé Amish, de c'est les gens les Arnold, plus tu heureux vois. aux États-Unis. Ouais. Ouais, puis t'as aussi tous les Amish, par exemple, qui sont, les Amish, donc c'est un truc religieux aux États-Unis, c'est parmi les gens les plus heureux aux États-Unis, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer aussi de ce genre d'expérience. Ouais. Du coup, est-ce que ça te fait changer ta vie? Est-ce que tu essaies de concilier les deux? Est-ce que tu dis, ouais, c'est juste intéressant à lire? Fondamentalement, non, parce que le mec, il va dans une démarche assez extrême. Je pense que là où ça te fait réfléchir, c'est à quel point est-ce que lui, il a pu créer cette philosophie, incarner cette philosophie et trouver beaucoup de sens en fait dans l'incarnation de cette philosophie. Parce que sa vie, Mhm. il se dit pas juste, ah ok, bah, je suis juste un mec qui vit dans ma cave. Il se dit non, je suis l'exemple qui montre aux gens que oui, c'est possible Mhm. de fonctionner sans argent et que si tu essaies d'aller quelque part, les gens ils vont volontairement Donc, te c'est sa nourrir et contribution, quoi. t'accueillir, etc. Et Mhm. que du coup, sa vie en fait est A du sens, ouais. une espèce de message, tu vois. Et Mhm. apparemment, il y a une fameuse anecdote sur Gandhi, où à un moment donné, Gandhi est en train de monter dans un train, et il y a un journaliste qui arrive et qui fait Gandhi, Gandhi, quel est votre message pour la population du village et tout. Et Gandhi lui écrit un petit truc sur un bout de papier et lui passe par la fenêtre du train. Et son message, c'est ma vie est mon message. Et juste Mhm. l'idée que euh, voilà, le mec il a une espèce de philosophie, et plutôt que de l'écrire, il a décidé de la vivre. Et puis après, tu vois, c'est un livre avec des rebondissements incroyables. À un moment donné, il fait une tentative de suicide improbable, tu vois, des années avant d'abandonner l'argent. Il se fait des hallucinations, des trucs. Il va en Thaïlande faire des stages de méditation dans des monastères et tout. Enfin, il fait plein de trucs avant, en fait, d'y arriver. Euh, je trouve, voilà, ça me fait réfléchir sur cette idée ça me fait réfléchir sur cette idée d'objectif, en fait, tu vois. L'idée Mhm. d'objectif et l'idée de euh, à quel point est-ce que tu sens que tu dois être productif parce que c'est vraiment ça dont tu as besoin, ou est-ce que c'est parce que c'est un peu la culpabilité en fait que tu as au fond de toi qui te dit il faut travailler, euh, il faut absolument être productif. Voilà, juste une histoire intéressante. Hein. Je dis pas que tu vas changer ta vie là-dessus parce que le mec de toute manière est tellement extrême que le gap entre les deux. Parce qu'avant d'abandonner l'argent, le mec c'était déjà, il a grandi en tant que Ouais, il a fondamentaliste poussé tout le religieux bout. Ouais. chrétien, tu vois, avec du prosélytisme. Et après, il est devenu hippie, à voyager partout, etc. Donc de base, tu vois, on commence à un level différent, mais Et voilà, on a parlé c'était beaucoup de la bonheur. biographie. Toi, si tu devais mettre entre 0 et 10, c'est forcément l'échelle, elle est totalement subjective et imaginée. Entre 0 et 10, ton niveau de bonheur, tu sais que tu as combien en ce moment, tu vois, actuellement? Probablement un 6 moi, en ce moment. À 6. Ok. Ouais, je suis pas au top je sens que je suis pas au top de mon énergie et tout. Je sens que je fatigue un peu. Je me pose vraiment la question de, est-ce que, en fait, il faut que je prenne des vacances à un moment donné, tu vois. Avant, je Mhm. me dis, tu vois, avant, j'avais beaucoup plus d'énergie pour les projets. Et en ce moment, tu vois, je fais les trucs, etc. Je fais ce que j'ai à faire et je suis pas mécontent, mais je sens que j'ai moins de focus ou de trucs à vraiment pouvoir kiffer un truc que je fais. Et donc, je suis un peu ralenti à ce niveau-là. Et toi? Moi, je dirais que je suis quand même bien 8 sur 10. Ouais, Mais encore une fois, je pense que ça dépend aussi beaucoup de quel est ton taux de référence, tu vois. C'est est-ce que ouais, 5 c'est totalement neutre ou est-ce que 5 c'est par rapport à ta moyenne dans ta vie? Est-ce que toi, c'est toujours un ouais, peu. Mais moi, je dirais que c'est quand même plutôt positif. Et mais du coup, le problème, c'est qu'en fait, et c'est un peu pareil en business et je pense que Uber, c'est qu'une fois que tu atteins un niveau assez haut,
tu te dis, putain, il n'y a plus grand chose à gagner à droite. Par Ouais. contre, tu peux encore beaucoup descendre, toi. Il y a Et beaucoup ça, c'est à un peu perdre, flippant, ouais. toi. C'est un peu beaucoup à perdre. Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est peut-être un sujet pour notre discussion, un autre podcast. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. Si vous voulez aller nous laisser une évaluation à 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. D'ailleurs, je ne sais pas si les évaluations à 5 étoiles, ça marche sur toutes les plateformes. Ça marche sur Apple Podcast. Je ne sais pas si sur Spotify, il y a des évaluations. Quoi qu'il en soit, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.